Si je puis me permettre de réagir à ce propos, je souhaiterais rebondir sur ce que M. Khalfon disait il y a un instant en disant qu'effectivement c'est une importation de velléité de la guerre serbo-bosniaque d'il y a 25 ans. La question, c'est comment est-ce que cette importation est arrivée en France ? Parce que c'est bien beau, si vous voulez, de faire le diagnostic de ce qui se passe, et je pense que votre diagnostic est exact, mais enfin, encore une fois, ce diagnostic tombe pas du ciel. Il est le résultat de politiques qui ont été menées depuis 40 ans par vos amis politiques qui ont été au pouvoir et par une politique d'immigration folle qui a effectivement importé sur notre territoire, avec la massification de l'immigration, eh bien, des problématiques qui nous sont totalement étrangères. On parle d'une famille qui est sur le sol depuis 2 ans. Justement, mais vous apportez de l'eau à mon moulin. Ça veut bien dire que l'immigration se poursuit et que nous continuons à importer sur notre sol des ferments d'un séparatisme que par ailleurs nous voulons combattre. Donc la politique du gouvernement est totalement incohérente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous, CNews, vous êtes quasiment les seuls à parler de cette affaire. Il a fallu que ça mousse encore une fois sur les réseaux sociaux pour que certains médias comme vous prennent cette affaire-là en charge et la médiatisent. Ben oui, mais le problème c'est que je vous laisse imaginer comment le phénomène inverse aurait été médiatisé si ça avait été une famille chrétienne qui aurait traité de la sorte une jeune fille musulmane. Alors là, nous aurions eu tout le gouvernement et tous les corps constitués qui auraient été pris de spasmes exorbitants en nous expliquant que la France est islamophobe, etc. Là, c'est quand même, hormis CNews, je vous en félicite, un service minimal. Du gouvernement, au premier desquels oui, mais justement, ça a été une réaction sur les réseaux sociaux, précisément parce que cette histoire a été montée sur les réseaux sociaux et a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et a été virale. On les voit, cette barbarie appelle les sanctions les plus sévères. Exactement. Profondément choqués par cet acte de torture. Et la troisième chose, et je terminerai avec ça, c'est que j'entends, quand on dit effectivement ça n'a rien à voir avec ou en tout cas ça a plutôt à voir avec le conflit serbo-bosniaque et pas tellement avec une affaire de chrétiens musulmans, pardon, mais... Vous avez tort parce que j'ai bien précisé mais pour ceux qui... Il y avait un fait spécifique tout à fait. Et un contexte qu'on ne pouvait pas nier. Donc, tout à fait. Ne tordez pas mes propos. Non, je vous donne acte que vous l'avez dit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, attendez, la guerre serbo-bosniaque est finie depuis 25 ans maintenant. Est-ce qu'on imagine en 1970, 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'une jeune fille française qui se marie avec un Allemand aurait été traitée de la sorte ? Bien sûr que non. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est le résultat. Enfin, en 1981, les socialistes ont pris les clés d'une République française qui était une et indivisible, et ils nous ont rendu 40 ans ou 45 ans après une République qui est atomisée. Quelques alternances quand même. Passant par vous, je vous l'accorde. La droite, la gauche, et vous faites penser aux gens qui disaient un peu comme le foin de Molière et Diafoirus, c'est toute la faute des socialistes. Non, la droite et la gauche, et effectivement leur synthèse exacerbée que constitue la République en marche, qui nous font arriver aujourd'hui à une République qui est à la fois atomisée et divisée alors qu'elle était une et indivisible. Voilà, c'est de protéger et de faire passer l'envie à ceux qui y passent de recommencer. Donc c'est l'effet dissuasif. Voilà, ça c'est la première chose. Mais tout le monde sait aujourd'hui qu'en France, effectivement, dans la chaîne sécuritaire, la justice est un maillon faible. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la justice ne condamne pas assez sévèrement et assez fermement ceux qui sont attrapés parfois après de longues semaines d'enquête par les policiers. Donc le maillon faible de la chaîne sécuritaire, c'est la justice. Il faut bien sûr incarcérer. Comment veut-on rétablir l'ordre en France dans une société qui s'ensauvage de plus en plus si on n'applique pas un phénomène de tolérance zéro ? Toutes les grandes mégalopoles où la sécurité a été jugulée et sont aussi les mégalopoles où ont été appliquées des règles extrêmement strictes par la justice d'enfermement. Alors, il faut créer des conditions d'un enfermement humain. C'est pour ça que je disais il y a un instant qu'il ne faut pas y enfermer des gens qui sont malades psychiatriquement, et il faut augmenter les places de prison pour rendre la prison, je dirais, plus humaine. Mais il ne faut pas non plus que la prison, on allège les normes à l'intérieur de manière à la rendre quasi sympathique. Il faut effectivement que la prison reste un lieu dur, parce que les gens qui vont en prison, ce n'est pas des innocents en général. Donc, quand ils vont en prison, il faut qu'ils apprennent qu'une fois sortis, la prison est un endroit horrible. Est-ce qu'on considère que les États-Unis, qui ont un système carcéral extrêmement répressif, ont gagné la bataille du crime organisé? À New York, dans les années 90,
New York, Paris n'est pas la France et New York ne sont pas les États-Unis. À New York, dans les années 90, je réponds à votre question. À New York, dans les années 90, Giuliani a mis en place. J'entends bien. Et New York aujourd'hui, vous vous baladez normalement. C'est pas exclusivement à cause de ça. C'est aussi parce que derrière, vous avez quand même une politique. Monsieur Fenech pourra nous le dire. Mais c'est une proportion importante. Oui, mais vous avez derrière. Vous avez derrière une justice politisée. Enfin, en tout cas, pour certains magistrats. Attendez, le syndicat de la magistrature. Ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils représentent quand même un certain nombre de magistrats assez nombreux pour faire pencher la justice. Voilà, pour faire pencher la justice d'un côté. Et donc ces magistrats-là considèrent très souvent qu'en réalité le coupable qu'il y a devant eux, surtout, alors là, s'il est d'origine immigrée, c'est la vache sacrée à ne pas toucher. C'est contradictoire avec vos propos que j'ai entendus dans d'autres débats pour nous dire qu'il n'y a que des immigrés en prison. Il est libéré. Bah oui, parce que la masse, au bout d'un moment, même en entonnoir, ça fait quand même des gens. Non, c'est pas contradictoire. C'est la masse qui arrive devant les juges, forcément, elle se retrouve dans les prisons de manière un peu amoindrie, mais quand même. Voilà. Moi, évidemment qu'il faut reprendre l'activité normale, mais en protégeant la population, en généralisant le masque, avec toutes les mesures, le gel, etc. Parce que le masque, on parle beaucoup du masque, mais il y a d'autres mesures sanitaires comme le gel, le lavage de mains, etc. Mais moi, je m'étonne encore une fois de la cohérence de la stratégie globale du gouvernement. Ça fait maintenant une dizaine de minutes que nous parlons de ce sujet. Je n'ai pas entendu une seule fois le concept de contrôle sanitaire aux frontières, par exemple. Que fait-on? Parce qu'on sait très bien que depuis le début... Ça n'a rien à voir avec la rentrée scolaire. Non, mais oui, si, parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures extrêmement fermes et extrêmement rigides et claires sur certains publics, etc., tout en continuant à les expliquer que la France est isolée du reste du monde. Je vous donne une information. Au début juillet de cette année, 75% des admis en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière étaient des gens qui venaient ou qui revenaient de l'étranger. Donc on ne peut pas écarter quand même complètement. Quand la Grande-Bretagne décide d'installer une quatorzaine parce que elle a pris acte, elle a pris leçon de sa mauvaise gestion de la crise au départ. Là encore, on ne peut pas prendre en exemple l'étranger uniquement quand ça va dans le sens d'une certaine idéologie. Et dès que l'étranger nous apporte une solution autre que sa propre idéologie, on considère qu'on n'en parle plus. Là, je crois que les contrôles sanitaires aux frontières sont importants parce que là, je rejoins ce que disait M. Calfon, il faut faire un peu d'histoire. Eh bien, le virus, depuis le début, c'est quelque chose de mondial, de transnational. Il ne se déplace pas avec ses petites ailes, il se déplace avec des individus qui ensuite viennent dans un pays au milieu de rassemblements, contaminent plusieurs personnes qui repartent aux quatre coins de France et c'est comme ça que la maladie se propage. Donc avoir un discours global sur les règles à adopter, sur la rentrée scolaire, sur l'application des règles en France, ça c'est très bien, je n'en disconviens pas, mais il faut, tant qu'on n'a pas régulé aussi le risque de contamination par l'étranger, eh bien vous pouvez faire tous les efforts du monde au plan national, ça ne résoudra pas le problème la précédente pandémie, il y a un siècle pile, en fait, a fait 50 millions de morts. À une époque où les circulations de personnes étaient bien moindres. Mais elles existaient. Aujourd'hui, en dépit de la mondialisation, la pandémie n'a fait que 750 Oui, mais attendez, morts. l'état de la médecine, l'état de la médecine, monsieur, a quand même évolué en 100 ans. Enfin, excusez-moi. Vous voyez, non, ça serait populiste aujourd'hui de dire ça. Enfin, Rocard serait populiste en l'occurrence. Moi, la question que je pose au gouvernement est très simple. À quoi joue-t-il en matière migratoire ? Parce que soit le gouvernement a les moyens d'avoir une politique migratoire ferme, enfin la politique migratoire ferme qui s'impose en l'occurrence, sachant que notre économie est à l'arrêt, que nous avons déjà des problèmes d'intégration et d'assimilation de centaines de milliers, peut-être de millions de personnes en France, est-il raisonnable de continuer à garder les frontières ouvertes alors que la France n'a ni les moyens ni l'envie d'accueillir davantage de personnes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette immigration supplémentaire alimente le thème que nous avons discuté en exergue à ce débat, à savoir les séparatismes. D'abord, moi, personnellement, en tant que Français, je ne supporte pas que mon pays soit la vitrine de la misère qui s'étale sous les ponts, dans des jungles, aux abords des ports comme à Nice. Je ne supporte pas ça. Si on est en train de m'expliquer que la France des droits de l'homme, c'est d'accueillir des gens dans des cloaques où sévit la gale, où sévit des maladies qui étaient disparues de notre sol, si c'est ça la France humaniste, si c'est ça le progressisme du gouvernement, alors moi j'en veux pas. Je préfère, si vous voulez, que la France ferme ses frontières. Parlez-nous de votre humanisme, oui. Oui, je préfère que la France ferme ses frontières
et en tout cas réduisent l'immigration à sa portion congrue, parce que si c'est pour accueillir les gens dans ces conditions, franchement, ça ne fait pas honneur à la France. Oui, enfin, bon, c'était un peu une figure de style de Jean Messia, parce que vous aurez bien compris qu'il ne souhaitait pas que nous accueillions avec humanité et cœur dans des camps d'accueil magnifiques tous ces migrants. Bon, si vous avez de l'argent, traitez déjà les problèmes que vous avez dans votre pays. Moi, je suis surpris, vous ne voulez pas accueillir plus de migrants, mais les pays que vous... finalement voués comme exemple, que ce soit l'Italie, la Hongrie ou la Pologne, sont ceux-là même qui refusent de prendre leur quote-part de migrants en Europe. Exactement, ils ont ni le problème identitaire, ni des problèmes de sécurité, ni des problèmes économiques. Donc, il va falloir que vous m'expliquiez on ferait mieux d'en prendre exemple. Il va falloir que vous, sauf à sortir de l'Union européenne, ce qui est en fait votre fantasme caché, il va falloir que vous m'expliquiez comment, dès lors que ceux que vous considérez comme vos amis ne prennent pas leur quota, nous puissions, parce qu'en fait, on prend le quota de vos amis polonais, hongrois. Oui, c'est ça la réalité. Justement. Que nous puissions finalement avoir moins de migrants. Ça, c'est la première chose. Parce que, deuxième chose, mais je vous pose plusieurs questions. Je réponds question par question. Vous êtes un expert. Non, je vous réponds point par point, comme ça c'est plus facile. D'abord, rien n'oblige l'Europe à déterminer qu'il faut accueillir des centaines de milliers de personnes et à les répartir. Déjà, partir de ce postulat-là... C'est bien partir de ce postulat-là... Vous n'êtes pas européen, mais je ne suis pas surpris, en fait. Mais partir de ce ça s'appelle la solidarité européenne, normalement. Partir de ce postulat-là, c'est une folie furieuse par rapport à la situation de catastrophe migratoire à laquelle aujourd'hui l'Europe est confrontée. La deuxième chose, c'est que précisément, la Hongrie, dont vous avez parlé, n'accueille pas de migrants. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de quota. Elle est sortie de l'Union européenne ? Est-ce qu'elle est sortie de l'Union européenne ? Pour la bonne Répondez à la question, est-ce qu'elle est sortie de l'Union européenne ? Vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une donc ça veut dire que c'est possible. Il faut que nous rééquilibrions. Mais quelle impuissance, monsieur Calfon. Attendez, j'ai jamais nié à qui que ce soit le droit de migrer. Est-ce qu'on peut parler, monsieur Messia, sans considérer qu'on est simplement en dialogue avec vous, mais émettre des idées qui ne sont pas adressées? C'est pas un monologue. Je dis simplement que personne ne nie à qui que ce soit le droit de migrer. D'accord. Mais par contre, personne n'a le droit de nier au pays et à la France le droit de résister à une invasion migratoire. C'est de l'idéologie. Contrôler ses frontières, oui. Résister, c'est de la pure idéologie. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie de faire un peu de politique. Aujourd'hui, il faut que les Français sachent, et ils le savent, qu'aujourd'hui, l'immigration, ça n'a rien à voir avec des réfugiés, ça n'a rien à voir avec des demandeurs d'asile, ce sont des réfugiés économiques auxquels nous n'avons rien à proposer. Auxquels nous n'avons rien à proposer. Donc il faut arrêter l'immigration d'urgence. L'invasion, exactement. Une précision, Mathieu Souquier, avant. Justement, l'invasion migratoire dont vous parlez, en fait, dont la France serait victime. Enfin, là, on parlait encore une fois de Tunisiens qui vont en Italie, en l'occurrence. Oui, la Tunisie est en guerre ? Non, mais il y a un fort taux de chômage. Vous parliez d'invasion. Donc c'est des réfugiés économiques. Vous parliez d'invasion migratoire. Oui. On sait que vous aimez... mais à quel titre on accueille les Tunisiens en France ? Vous êtes fabuleux. Vous êtes en train de nous dire qu'accueillir 85 millions de personnes par an en Europe, c'est minimal. L'invasion migratoire, c'est une formule. Je vous dis juste que l'Europe n'est pas aujourd'hui confrontée à une vague migratoire supérieure à ce qu'elle était il y a 30 ans. En revanche, 85 millions de personnes d'après vos chiffres. Je vous confirme que vous avez gagné la bataille culturelle, car les opinions publiques sont de plus en plus hostiles à l'arrivée. À juste titre, ça c'est votre jugement de valeur. Pourquoi alors expliquez-nous pourquoi à la Fondation Jean Jaurès vous ne posez pas la question de ça. Il y a 30 ans. En revanche, vous prospérez sur des fantasmes. À la Fondation Jean Jaurès, vous ne posez pas la question de savoir pourquoi les opinions publiques européennes refusent l'immigration. Vous ne posez pas la question de l'identité nationale qui est menacée par une immigration. Dans votre tête, l'identité nationale est menacée. Même Macron parle de sécessionnisme, il vous faut quoi? Nous avons tout un volet de coopération dans notre programme que je vous invite à lire, déjà dans notre programme de 2017, un programme très important de coopération avec l'Afrique, de co-développement. Par contre, si vous voulez, essayons d'être concrets. Si vous voulez, on en a assez des gens qui viennent asséner sur les plateaux des leçons d'accueil, de bienveillance, d'humanisme, etc., et qui ne voient jamais un migrant chez eux. Commencez par donner l'exemple. Accueillez des migrants chez vous. Vous avez combien de migrants chez vous? Pour essayer de... L'Europe n'est pas démunie, l'Europe ne veut pas, parce qu'il y a une idéologie qui consiste à dire que par principe, nous devons accueillir des millions de personnes. Quand monsieur nous dit qu'on a quasiment accueilli personne, alors que l'Europe a accueilli 85 millions de personnes d'après ses propres chiffres, vous voyez bien qu'il y a une idéologie qui organise. Alors moi, effectivement, que la France accueille des gens qui fuient
une guerre ou qui suffit une persécution. Même l'implosion d'un État. Mais ça, c'est la portion congrue de l'immigration. En fait, le droit d'asile a été conçu du temps de la guerre froide où on accueillait effectivement ce qu'on appelait à l'époque les réfusniques qui venaient en Europe se réfugier de systèmes carcéraux qui étaient épouvantables. C'est 15 millions de personnes. Voilà, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont des réfugiés économiques. Encore une fois, l'Europe, dans sa situation actuelle, n'a plus les moyens de l'accueillir. C'est là que vous êtes dans le fantasme. Non, il n'y en a pas plus qu'avant et nous n'avons pas moins les moyens qu'avant. Si, on a moins les moyens quand vous avez le chômage qui explose. Vous et certaines autres personnes n'en veulent plus. La dette publique sur PIB est à 120%. D'accord, nos déficits explosent, notre système de santé qui a grandement besoin, nos écoles, nos universités, on parlait tout à l'heure des prisons, tout ça, ce sont des budgets béants ouverts qui nécessitent qu'on y déverse de l'argent. Alors moi, je veux bien, si vous avez de l'argent, consacrez-le prioritairement à votre pays, avant de le consacrer à l'étranger. D'abord, je ne répondrai pas à vos attaques personnelles d'il y a une minute, parce que votre morgue très macronienne qui consiste à inférioriser l'adversaire est absolument insupportable. Me citer Victor Hugo et me dire que j'ai pas lu Victor Hugo, franchement, vous êtes arrêté en 3e, tout le monde a lu Victor Hugo. Enfin, il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc vous avez répondu, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous m'accusez d'attiser la haine, mais vous-même, qui c'est qui m'a insulté tout à l'heure en me disant, en me traitant d'intelligence? Oui, vous m'avez dit que j'avais une intelligence crasse, que j'étais débile, etc. Donc moi, j'ai pas dit ça, d'accord? Donc vous êtes comme tous vos compères qui consistent à vous draper des oripeaux de la bienveillance et à exhaler vous-même ce que vous êtes, c'est-à-dire... Je reconnais que je me suis... Oui, mais c'est tout. Sur le fond, moi j'ai écouté M. Dupond-Moretti, je trouve ça extraordinaire, cet art qu'il a, en l'occurrence ici, d'endeuillement théâtral qui consiste à larmoyer... C'est un avocat. D'accord. Enfin, je ne l'ai pas vu, si vous voulez, dans cette espèce de deuil et de noirceur, le jour où, par exemple, Axel Dorier s'est fait massacrer dans un parc. Enfin, normalement, le ministre de la Justice, il est quand même là pour avoir de la commisération et de la sympathie avec les victimes. Alors, j'entends qu'il y a effectivement un problème en prison qui s'appelle le suicide. Non, mais moi, vous savez, je ne suis pas pour que la prison soit un enfer. Mais par contre, parce que on est dans une république moderne et humaine. Mais par contre, il faut que la prison reste dure. Parce que le but de la prison, c'est quand même de faire passer l'envie aux gens qui y rentrent et bien de recommencer. Parce que si la prison devient un club med, à ce moment-là, c'est plus dissuasif, si vous voulez. Compte tenu. Alors, pas pour Alors, pour cet homme-là, je ne connais pas le dossier, donc Ou un autre. Voilà. Mais par contre, effectivement, pour ce genre d'exemple, je m'étonne qu'effectivement, quand on crève un pneu, on aille en prison. Et parfois, pour des crimes beaucoup plus graves, comme la semaine dernière, la personne qui a agressé violemment un maire et qui s'est pris un rappel à la loi et qui est ressorti libre, effectivement, il y a parfois de quoi se poser des questions. Et à juste titre, les Français, parfois, se posent des questions sur le fonctionnement de leur justice. Ça, c'est très clair. Maintenant, si vous voulez, on ne peut pas tenter d'humaniser les prisons si on ne résout pas la surpopulation carcérale. Alors, il y a deux méthodes pour la résoudre. Effectivement, en sortir les gens qui n'ont rien à y faire, qui relèvent de cas psychiatriques, etc. Mais dans ce cas-là, il faut créer dans le système de santé des structures en capacité de les accueillir. Et il faut aussi construire de nouvelles prisons, puisqu'on ne peut pas d'un côté, je termine, on ne peut pas d'un côté faire le constat de l'ensauvagement de la société, faire le constat que les crimes et les délits augmentent, comme viennent de les démontrer les chiffres du ministère de l'Intérieur, et de l'autre côté, garder à périmètre constant les prisons, avec pour seul remède de sortir ceux qui y sont. Il manque à peu près 20 000 places de prison. Voilà, donc il faut construire l'urgence. L'invasion, exactement. Une précision, Mathieu Souquier, avant. Justement, l'invasion migratoire dont vous parlez, en fait, dont la France serait victime. Enfin, là, on parlait encore une fois de Tunisiens qui vont en Italie, en l'occurrence. Oui, la Tunisie est en guerre. Non, mais il y a un fort taux de chômage. Vous parliez d'invasion. Donc c'est des réfugiés économiques. Vous parliez d'invasion migratoire. Oui. On sait que vous aimez. Mais à quel titre on accueille les Tunisiens en France ? Laissez-moi parler. On sait que vous aimez les chiffres et les fantasmes. Vous parlez d'une invasion migratoire. Il y a 30 ou 40 ans, l'extrême droite nous expliquait qu'il y avait 3 millions de chômeurs et 3 millions d'immigrés pour établir un signe d'égalité entre les deux. Ça fait 40 ans que vous prospérez sur ce fantasme. Je voulais juste répondre à la vérité selon laquelle l'Europe accueillerait toute la misère du monde ou serait encline à accueillir toute la misère du monde. Les migrations internationales, c'est 250 millions de personnes chaque année. C'est beaucoup, mais rapporté à la population mondiale, c'est constant depuis un demi-siècle. Non mais parlez-moi de la France, monsieur. Laissez-moi vous expliquer. Parlez-moi de la France. Et sur ces 250 millions de migrants internationaux, l'Europe en accueille un tiers.
Okay, c'est donc énorme. L'Europe, c'est énorme, mais encore une fois, la question des migrations internationales ne se résume pas à une migration des pays du Sud, des populations pauvres des pays du Sud vers les pays du Nord. On sait que pour l'essentiel, les migrations concernent des pays du Sud vers les pays du Sud. Vous êtes fabuleux, vous êtes en train de nous dire qu'accueillir 85 millions de personnes par an en Europe, c'est minimal. L'invasion migratoire, c'est une formule. 5 millions de personnes d'après vos chiffres. Je vous confirme que vous avez gagné la bataille culturelle, car les opinions publiques sont de plus en plus hostiles à l'arrivée. À juste titre, ça c'est votre jugement de valeur. Pourquoi alors, expliquez-nous pourquoi. Il y a plein de sujets sur lesquels les opinions. Pourquoi les opinions publiques sur ce sujet-là. Pourquoi les opinions publiques refusent l'immigration? Parce que sur la solidarité, sur les questions de solidarité aussi. Ne vous défaussez pas, répondez directement à la question. Je ne me défausse pas. Je ne me défausse pas. Les opinions publiques. Je constate que sur un certain nombre de sujets, en effet, les opinions publiques se sont crispées. Parce que sur la question migratoire, la société française n'est pas aujourd'hui plus ouverte qu'elle l'était il y a 30 ans. À la Fondation Jean Jaurès, vous ne posez pas la question de ça. Il y a 30 ans. En revanche, vous prospérez sur des fantasmes. À la Fondation Jean Jaurès, vous ne posez pas la question de savoir pourquoi les opinions publiques européennes refusent l'immigration. On se pose beaucoup de questions et on essaie